Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé par notre équipe de direction en gestion de projet chez IDEXIA. Notez que ce webinaire sera enregistré et qu'un lien d'accès à l'enregistrement vous sera partagé par la suite. Donc, nous vous demandons de vérifier et fermer vos micros. Nous avons prévu une période de questions, mais n'hésitez surtout pas à utiliser l'espace de conversation de votre Teams pour poser vos questions durant la rencontre. Nous tenterons d'y répondre pendant cette rencontre. Ce webinaire cible principalement les organismes utilisant présentement la solution PPM de Project Online de Microsoft et a comme objectif de vous présenter les options dans l'écosystème M365. Donc aujourd'hui, vos présentateurs sont de gauche à droite François Breton, directeur orientation technologique M365 chez IDEXIA. François aura la responsabilité de vérifier l'espace conversation pour répondre à vos questions pendant toute la rencontre. Jean-François Couturier, directeur produit, solutions et développement sur mesure chez IDEXIA, et moi-même, Sylvain Bouchard, directeur du bureau de projet chez IDEXIA également. Nous avons eu la chance, François et moi, de se retrouver au sein de IDEXIA il y a un peu plus de 3 ans pour former une équipe de rêve quand on parle de solutions de gestion de projet. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille à ce webinaire. Donc, merci d'être présent. Donc, sans plus tarder, comme ordre du jour, dans ce webinaire, on vous propose une courte présentation d'IDEXIA et qui nous sommes. On va faire un court rappel aussi sur les orientations de Microsoft quant à Project Online. On vous présente en détail les options proposées, soit l'option A de Project Server Subscription Edition et tout ce que ça implique au niveau techno, infra, nouveaux rôles, etc. Et aussi l'option B des solutions modernes basées sur la Power Platform. Jean-François fera aussi une courte démonstration de l'accélérateur de TPG dans l'écosystème moderne de Microsoft. Et on terminera avec une présentation des types de services personnalisés offerts par IDEXIA pour un déploiement réussi. Comme je mentionnais tout à l'heure, nous aurons, si le temps le permet, une période de questions à la fin. Donc, l'offre de IDEXIA repose sur 5 principaux volets. De gauche à droite, on retrouve un volet pour les solutions et développement sur mesure. Donc, lorsqu'on parle de solutions logicielles personnalisées, .NET, C#, SQL, Visual Studio, on a une équipe spécifique pour ça. On fait aussi un volet de migration et transformation du travail M365 pour aider nos clients en maximisant l'exploitation de votre environnement M365. On parle d'adaptation, de migration SharePoint, d'automatisation, d'exploitation des fonctionnalités plus avancées là, comme Purview, Automate, de GED, d'intelligence artificielle, développement Power Platform, etc. On a aussi le volet de gestion de projet. Vous êtes invité grâce à notre équipe de gestion de projet aujourd'hui. On a un volet d'intelligence d'affaires et de valorisation des données. Donc, aider les entreprises à optimiser leur utilisation des données pour prendre des décisions éclairées quand on parle de tableau de bord, Power BI, d'analytique, etc. Donc, on a un 5e volet au niveau de services, conseils et prestations de services. Donc, notre bassin d'experts de ces 4 premiers volets peut également intervenir en mode conseil dans vos organisations, puis intégrer vos équipes et contribuer au succès de vos projets. Donc, en bref, au sein de nos 2 places d'affaires à Québec et à Montréal, en termes de chiffres, on a plus d'une centaine d'employés experts dans leur domaine et presque autant de collaborateurs fidèles externes qui interviennent dans vos projets. Donc, la prochaine image vous indique un résumé de l'ensemble des technologies de Microsoft utilisées par nos experts et des solutions de nos partenaires. Entre autres, à droite, on voit TPG et Brightwork 365 qui sont 2 partenaires dans le domaine des solutions de gestion de projet. Donc, passons maintenant au vif du sujet, soit les orientations de Microsoft face à la solution PPM de Project Online. En effet, vendredi le 5 septembre 2025 à 17h15, je m'en souviens, j'étais au golf et mon téléphone n'arrêtait pas de dérougir. Donc, Microsoft a annoncé le retrait de Project Online pour la fin septembre 2026 en donnant un délai d'1 an. Donc, en termes de date clé, depuis le 1er octobre 2025, aucun client ne peut installer Project Online, c'est tout à fait normal. Donc, le jalon du 30 septembre 2026 représente quoi? Bien, c'est la date officielle du retrait. Project Online ne sera plus disponible. Donc,
plus possible d'accéder à vos projets ni aux données associées au sein du service de Project Online, incluant vos feuilles de temps. Donc, et pour cette date du 30 septembre 2026, il faudra finaliser la transition vers une nouvelle solution. Et bien sûr, sauvegarder vos données pour éviter toute interruption de service auprès de vos utilisateurs et de perte de données. Notez également que la version de bureau, la version desktop de MS Project n'est pas impactée par cette nouvelle, donc elle demeure disponible dans l'écosystème. Pourquoi Microsoft retire-t-il Project Online? Donc, Microsoft abandonne Project Online car le service repose sur une ancienne architecture SharePoint qu'on appelle classique. Cette ancienne architecture SharePoint limite les nouvelles fonctionnalités ainsi que les scénarios d'intelligence artificielle actuels et futurs. Donc, Microsoft souhaite donc consolider ses solutions de gestion de projet sur une plateforme unifiée, moderne, basée sur l'intégration de la Power Platform, le Dataverse, Teams, Copilot et les agents de gestion de projet. Donc, nos clients Project Online ont déjà commencé à subir les effets de cette désuétude de la version classique dans les derniers mois avec le retrait de certaines fonctionnalités et l'arrivée de différentes limitations. On a subi ça. Donc, Microsoft propose donc 3 options pour la transition depuis Project Online. Donc, l'option A, Project Server Subscription Edition. En termes de fonctionnalité, cette solution est compatible presque en tout point à Project Online. On revient un peu en arrière. Basé sur les dernières technologies de SharePoint Server. C'est déployé localement ou en info nuagique, selon votre préférence. Et ça inclut bien sûr l'utilisation de MS Project Desktop. L'option B, Planner Premium. Les fonctionnalités de Premium de Planner offrent des options de portefeuille, des possibilités de définir des références, des baselines, de créer des dépendances, des diagrammes de Gantt et permettent une automatisation de flux de travail via Power Apps, Accelerator et Power Automate. Donc, sans accélérateur, par contre, on retrouve uniquement quelques fonctionnalités que vous retrouvez actuellement dans Project Online. Mais avec un accélérateur, on y retrouve la plupart des fonctionnalités. Donc, c'est rassurant. Notre objectif est d'ailleurs d'aller un peu plus loin dans cette option avec un accélérateur dans la Power Platform où Jean-François fera plus tard une courte démonstration de la solution de notre partenaire TPG. L'option C que propose Microsoft est bien sûr Dynamics 365 Project Operation. Donc, notre opinion à ce sujet là, pour nos clients de Project Online, Dynamics reste quand même une solution irréaliste d'atteindre le jalon de 30 septembre 2026. Il y a trop d'impact au niveau de la gestion du changement, c'est trop différent. Donc, là, si la réflexion n'est pas déjà entamée depuis un certain temps et que vous n'avez pas déjà pris votre décision d'aller vers Dynamics, le risque de ne pas respecter le jalon du 30 septembre est trop grand. Donc, les 2 dernières options, Premium et Dynamics, sont bien sûr basées sur l'environnement Power Platform, qui est l'avenir des futures solutions modernes développées dans l'écosystème de Microsoft. Donc, Jean-François, je te laisse la parole. À toi de jouer pour le détail de Project Server. Parfait. Merci, Sylvain. Donc, on va commencer par présenter l'une des options, soit la migration de Project Online vers Project Server Subscription Edition. Au niveau des orientations, IDEXIA demeure aligné avec les recommandations de Microsoft, soit un scénario de migration de Project Online vers Microsoft Project Server Subscription Edition comme environnement transitoire afin de conserver le maximum de fonctionnalités actuelles, minimiser la gestion de changement, et ça dans le respect d'un échéancier qui, on le sait, est très serré. On le répète, cette approche demeure une étape transitoire, temporaire, vers une solution qui sera plus pérenne et moderne. En d'autres mots, on achète du temps. Microsoft annonce un support pour Subscription Edition jusqu'en 2031, mais il n'y aura aucune évolution. Donc, il faut le savoir. La migration de Project Online vers Subscription Edition consiste à construire donc un nouvel environnement SharePoint Server, donc que vous pouvez déployer en local ou en info nuagique dans AWS ou Azure, entre autres. Et nous allons voir donc les principales étapes dans la diapositive suivante. Voici, selon notre expérience, les principales grandes étapes de la migration de Project Online vers Project Server Subscription Edition. Donc, la première étape, l'analyse de la situation et d'inventaire des données, sans doute, selon nous, l'étape la plus importante. À travers cette étape, nous allons notamment définir la portée et la volumétrie de la migration. Combien il y a de projets? Est-ce qu'on utilise les feuilles de temps? Combien on a de sites SharePoint, de bibliothèques de documents et de listes?
On va vouloir définir les requis d'infrastructure pour la ferme SharePoint qui est à bâtir. On va déterminer l'environnement d'hébergement. Est-ce qu'on est dans le local ou est-ce qu'on va dans Azure AWS ou un autre hébergeur? On va déterminer les requis, les coûts de licence. On va définir la meilleure stratégie de migration. Est-ce qu'on va utiliser des Power Automate? Est-ce qu'on va utiliser des scripts personnalisés? Est-ce qu'on va utiliser des outils de migration tiers? Définir la stratégie pour rapatrier l'historique des données en local. Donc, et finalement, vous guidez dans l'acquisition des licences, Project Server, SharePoint, SQL, etc. Donc, ça, j'y reviens dans quelques instants. Le livrable principal de l'étape 1, c'est nos recommandations, évidemment, suite à cette analyse, un plan de travail et un calendrier de réalisation. Ensuite, à l'étape 2 et 3, donc c'est vraiment la préparation de la ferme. Donc, préparer une nouvelle ferme Subscription Edition, installer les services project. Donc, en gros, c'est d'installer et de configurer la ferme SharePoint SE et activer les projets, les services Project Server. À l'étape 4, on va installer les outils de migration. Nous autres, on recommande l'utilisation d'outils de migration pour soutenir la migration des données. Mais bien entendu, lorsqu'on fait l'analyse, on peut, selon la volumétrie, ça va faire partie de nos recommandations. À l'étape 5 et 6, sont vraiment dans l'étape plus de configuration des services et de reproduire les personnalisations. Donc, l'envergure, évidemment, et les efforts vont dépendre beaucoup de la volumétrie et du niveau de personnalisation qui est identifié lors de la première étape d'analyse et d'inventaire. L'étape 7, c'est de corriger les rapports, car la source OData qui est utilisée dans Project Online, excusez pour le petit terme technique, ne peut être utilisée dans Project Server Subscription Edition. Donc, cette étape peut représenter un travail assez important si le nombre de rapports à reconfigurer et à tester est important. Bien entendu, après ça, à l'étape 8, c'est vraiment de valider la configuration, tester les rapports, tester les personnalisations, faire différents tests de migration par itération, réaliser les ajustements nécessaires et répéter jusqu'à ce qu'on ait un chemin de migration qui soit clean pour finalement faire un go live avant le 30 septembre 2026. Donc, ne pas oublier qu'à partir d'aujourd'hui, il nous reste environ 11 mois pour procéder. Au niveau des requis des coûts de licence, installer Project Server Subscription Edition implique donc d'acquérir des licences perpétuelles. On n'était peut-être plus habitué à ça, mais ça existe encore, car on abandonne le mode Software as a Service de Project Online. Au niveau des licences, il va falloir considérer l'achat des licences serveurs pour Project Server, SharePoint Server et SQL. Donc, respectivement, vous le voyez ici, 8 000 $, 7 000 $ par serveur et 10 000 $ par cœur pour SQL. Évidemment, si vous avez plusieurs instances, il faut additionner les coûts par environnement. À cela, il faut ajouter les cales par utilisateur autant pour Project Server, SharePoint et SQL. Ce n'est pas représenté ici, mais il y a aussi des coûts à l'acquisition des outils de migration qui, selon votre volumétrie, peut être variable. Ici, j'ai mis une petite astérisque, elle est super importante. Tous ces coûts sont fournis à titre indicatif et peuvent varier selon que vous ayez souscrit, par exemple, à une assurance logicielle ou que vous bénéficiez de taux préférentiels. Donc, il est essentiel que vous validiez ces chiffres avec votre fournisseur de licence. Un autre élément qui est très, très, très important, qui peut avoir un impact très significatif, c'est que le fait que vous ayez des licences E3 et E5 pourrait couvrir les licences CAL de SharePoint. Donc, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre fournisseur de licence. Même chose pour les licences P3 et P5 qui pourraient couvrir les licences CAL de Project. Encore là, c'est quelque chose que vous devez discuter avec votre fournisseur, mais ça peut réduire considérablement le coût d'acquisition. Au niveau des autres coûts, bien évidemment, on a l'hébergement qui peut être significatif dans Azure, AWS ou local. On a bien entendu les services professionnels, tout le volet analyse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est important de bien évaluer la situation actuelle. Donc, on l'a mentionné tantôt, combien de projets actifs dans Project Online, quel est le niveau de complexité des plans de projet, le nombre de niveaux hiérarchiques. Est-ce que vous regroupez vos projets par programme ou portefeuille? Combien d'utilisateurs total accèdent à Project Online? Utilisez-vous les feuilles de temps? Si oui, est-ce que c'est seulement pour le suivi des coûts ou pour le suivi des charges de travail? Quel est le niveau d'agrégation? Parce que ça va déterminer le nombre de lignes. Est-ce que c'est par journée, par semaine, par mois? Le nombre de ressources aussi qui saisissent du temps dans votre organisation. Est-ce qu'on doit migrer les sites SharePoint de projet, le contenu de ces sites-là? Combien de rapports utilisez-vous? Aussi, quel est le niveau de personnalisation de votre instance? Est-ce que vous avez des passerelles avec des systèmes de mission internes, Sagir, etc.? Est-ce que vous avez du développement sur mesure, des workflows d'approbation, des macros dans vos MS Project Desktop?
Donc, ce sont tous des éléments lors de l'analyse qui doivent être pensés pour faire un plan de travail qui tienne la route. Évidemment, il y a tous les autres services, installation, migration, intégration, ajustement et validation. Conséquemment, avant de passer à la prochaine étape, l'installation et la configuration d'une instance Project Server peut représenter un coût significatif, comme vous pouvez le voir là, mais ce coût peut être considérablement réduit selon vos abonnements actuels avec E3, E5, P3 et P5. Il ne faut pas négliger le coût d'hébergement, notamment dans des infrastructures comme AWS et Azure. L'envergure de votre projet de migration va dépendre des différents paramètres, incluant le nombre de projets, le nombre de rapports, le niveau de personnalisation et de développement sur mesure qui est en place, et l'utilisation des feuilles de temps. Si vous êtes un organisme public, n'attendez pas et vérifiez dès maintenant si ces licences sont disponibles au centre d'achat gouvernemental, le CAG. Nous travaillons actuellement avec des clients, c'est un processus quand même qui peut être relativement lent. Parfait. Donc ça, c'était pour Subscription Edition. Maintenant, regardons du côté du futur et de l'avenir. Donc, Microsoft, évidemment, recommande plutôt vivement aux organisations qu'ils peuvent de plutôt se diriger vers la Power Platform et l'écosystème moderne afin d'avoir une solution pérenne et qui bénéficie des plus récentes innovations, notamment concernant l'intelligence artificielle. Pour certaines organisations qui sont sur Project Online ou qui envisageaient d'y aller, parce qu'il y a encore des clients avant le mois de septembre qui envisageaient d'aller dans Project Online, l'adoption d'une solution moderne basée sur la Power Platform peut être une alternative moins coûteuse et plus pérenne que d'aller vers Subscription Edition, sachant que cette dernière est une solution temporaire. Voici donc l'option B, donc qu'on va vous proposer aujourd'hui, qui est de se diriger vers une solution moderne basée sur la Power Platform, suivant les recommandations de Microsoft, et nous ajoutons à cela la notion d'accélérateur en vous présentant donc la solution Project Power Pack de TPG. Revenons d'abord sur les orientations. Donc, les deux dernières options proposées par Microsoft que Sylvain vous a présentées tout à l'heure, donc Planner et Dynamics Project Operations, sont toutes deux basées sur l'environnement Power Platform, qui est l'orientation de Microsoft pour toutes les futures solutions modernes développées dans l'environnement Microsoft 365. Cependant, et il y a un cependant, les fonctionnalités de Planner Premium ne couvrent pas de nombreuses fonctionnalités de Project Online, fonctionnalités essentielles à de nombreux organismes qui l'utilisent aujourd'hui. Donc, même si ça peut être une solution intéressante pour la gestion de tâches simples ou la gestion de projets très simples, selon nous, ce n'est pas une réelle alternative pour plusieurs clients de Project Online et Project Server si ceux-ci utilisent des fonctionnalités comme la gestion de feuilles de temps, les champs d'entreprise et bien d'autres. Du côté de Dynamics Project Operation, cela demeure quand même une solution complexe, coûteuse, qui implique donc, comme Sylvain l'a mentionné également, une gestion de changement importante et potentiellement des travaux importants de personnalisation. Nous ne croyons pas que ce soit une solution intéressante, à moins d'avoir d'autres composantes de la suite Dynamics, Customer, Sales, Finance, afin de bénéficier d'un processus entièrement intégré avec, allant par exemple de la soumission, une cote, la vente et la réalisation du projet. Donc, processus qui est davantage propre aux firmes d'ingénierie, par exemple. Nous croyons également que les organisations devraient minimiser le développement sur mesure pour ce type de solution. C'est pour cela qu'Idexia s'est associé depuis plusieurs années avec des plateformes, avec des partenaires offrant des solutions de gestion de projet dans la Power Platform, notamment Brightwalk 365 depuis 2021 et plus récemment avec le groupe TPG, la solution Project Power Pack qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le groupe TPG a repris les principales fonctionnalités de Project Online afin de les reconduire dans l'écosystème de la Power Platform. C'est quasiment du 1 pour 1. À travers ces outils combinés avec ces accélérateurs, dont on vous parle aujourd'hui, soutenus par des éditeurs logiciels mondialement reconnus et qui sont sur le marché depuis plusieurs dizaines d'années, c'est toute la puissance de la Power Platform de Microsoft qui est mise à contribution ici, avec bien entendu Power BI pour l'exploitation des données en combinaison avec Fabric, le Dataverse pour le stockage des données dans votre tenant en toute sécurité, Power Automate sur les workflows et les automatismes, Power Apps pour les applications, Studio Copilot et IA Builder pour exploiter les agentiques, les robots conversationnels et l'intelligence artificielle, bien entendu. Au niveau de la solution Project Power Pack, qui est un accélérateur, donc, combine l'expérience d'utilisateurs modernes de la Power Platform aux fonctionnalités de gestion de projet d'entreprise héritées de leur expérience avec Project Online.
fait un certain temps qu'on évalue cette solution-là et selon nous, elle s'impose comme un successeur naturel de Project Online. Par contre, dans un contexte où on est dans une plateforme qui va continuer d'évoluer et qui est donc pérenne et évolutive. On retrouve dans cette solution donc un outil de planification de gestion avancée des ressources avec TPG Scheduler et Ressources Planner, une solution de feuille de temps avec une mécanique d'approbation qui est très similaire à ce qu'on voit dans Project Online, une architecture flexible avec Power Apps, Power BI, Teams, mais aussi Power Automate. Un élément très, très distinctif et très important aussi, c'est l'intégration avec d'autres solutions d'entreprise. Donc, TPG a mis en place d'autres types de solutions, donc TPG PS-Link, qui permettent d'interconnecter leurs solutions de gestion de projet avec SAP, Primavera, Oracle, Azure DevOps, Jira, MS Project Desktop, etc., etc. Donc, très puissant. Gouvernance et reporting évolutif pour les bureaux de projet, on va vous le présenter tout à l'heure. On a toute une multitude de tableaux de bord et de rapports disponibles pour pouvoir exploiter la donnée. Puis bien entendu, parce qu'on est dans la Power Platform, une utilisation facilitée de l'assistance par intelligence artificielle avec Copilot et les automatisations. Un autre élément qui est important, c'est qu'on finalement, au niveau du coût, c'est très abordable. Quelque chose qui est très similaire à ce qu'on a actuellement avec Project Online, c'est-à-dire 65 $ par utilisateur par mois pour tous les chargés de projet et 10 $ par utilisateur par mois pour les membres de l'équipe qui doivent, par exemple, saisir leur feuille de temps. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler du groupe TPG, pourtant ils sont là depuis très longtemps sur le marché. Donc, l'éditeur de l'accélérateur de Project Group, TPG, est une société expert mondialement reconnue en gestion de projet dans l'écosystème Microsoft et ils sont présents sur le marché depuis plus de 25 ans. Donc, François et Sylvain les connaissaient bien depuis très, très longtemps. Le groupe TPG donc propose notamment des services conseils. C'est pour ça qu'ils ont une grande expertise dans Project Online, entre autres, et c'est pour ça que leur solution que je vais vous présenter, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes pour la gestion de portefeuille, la gestion de projet et la gestion des ressources à l'échelle de l'entreprise. Et je voulais mentionner aussi possible intégration avec vos autres systèmes de mission à l'interne. Toutes solutions confondues, on parle d'une organisation qui a plus de 1000 implémentations, 100 000 utilisateurs à travers le monde, 27 ans d'expertise en solutions PPM. Et je vous ai donné ici quelques exemples d'organisations qui utilisent Project Power Pack dans le monde, soit dans le secteur privé ou dans le domaine public. Parlons maintenant de TPG. De quoi qu'on parle? Je vais aller chercher mon écran. Parfait. Donc ici, on est dans l'écosystème de la Power Platform. Sans doute, certains d'entre vous le connaissez, d'autres peut-être pas. Donc, on est vraiment ici dans un environnement moderne, un environnement aussi, je peux vous le montrer rapidement, responsive. Je peux réduire et ça s'ajuste automatiquement, 100% web. On me reconnaît. Je suis connecté en tant que Jean-François Couturier. Je suis dans ma zone de travail, ici, mon accueil, et j'ai donc déjà accès dans la page d'accueil à différentes informations qui me sont utiles, les actions, mes projets actifs, mes risques actifs, mes problèmes actifs, et je pourrais déjà cliquer sur ces éléments-là pour y accéder. Parlons un peu du menu. Donc, dans le menu de gauche, on a notre zone d'accueil, la zone de demande qui va nous permettre de traiter des demandes de projet, la zone de projet dans laquelle on va retrouver portefeuille, programme, projet et nos points d'action, la section personne dans laquelle on va retrouver le plan des ressources, la définition de nos ressources, incluant nos ressources génériques, nos contacts. Ensuite, on a une section feuille de temps pour tout ce qui touche feuille de temps et approbation des feuilles de temps. Et bien entendu, les rapports et les tableaux de bord que je vais avoir l'occasion de vous présenter brièvement. Donc, si je quitte ma zone d'accueil, mon travail, puis je vous amène tout de suite à la zone de demande, je me retrouve donc avec un registre de mes demandes de projet. Et vous allez voir que dans la Power Platform, c'est très, très similaire. On accède à des registres. Ces colonnes sont triables, filtrables, réordonnancées. Donc, on peut vraiment travailler avec ça. On peut regrouper par ces colonnes-là directement. Donc, c'est très, très, très facile à travailler.
On peut ensuite ici, vu que je suis dans la zone de demande qui est une zone facultative, on n'est pas obligé de l'utiliser. Donc, je peux rentrer dans ma demande, une fiche de demande à partir duquel je vais pouvoir passer à travers un processus d'approbation dans lequel je vais retrouver des informations en lien avec ma demande, le titre, le détail, la déclaration de valeur, etc. Des informations financières sur le ROI, les coûts estimés et toute autre information, parce que la Power Platform permet aussi, c'est une facilité de créer des champs additionnels en fonction des besoins de votre organisation, que ce soit au niveau des demandes ou au niveau des projets. On a également donc des possibilités d'utiliser des critères de priorisation qui sont déjà ici prédéfinis. Donc ici, j'ai trouvé que ce projet-là était très important avec un score de priorisation maximal. Donc après ça, on peut facilement classifier nos demandes. Dans le haut, ici, vous avez un flux d'approbation avec un état de nouvelle demande, approbation de la demande, demande acceptée. Donc, ce flux de demandes d'approbation qu'on peut intégrer avec des mécanismes d'approbation avec Microsoft Approval sont paramétrables, personnalisables. Ici, on est en 3 états. On pourrait en rajouter davantage, en mettre moins également. Ça, on s'ajuste en fonction des besoins de l'organisation. Si je vais maintenant du côté des projets, donc on a 3 ici grands bancs. Donc, on a le volet portefeuille, programme et projet. Donc, un projet peut se retrouver dans un portefeuille et dans un programme. Si je rentre rapidement dans un portefeuille, je vais retrouver des informations spécifiques à ce portefeuille-là, ainsi que des informations consolidées provenant de mes projets. Je peux rapidement consulter les projets qui sont intégrés dans mon portefeuille, voir un Gantt aussi global de mon portefeuille. Encore là, ces colonnes-là peuvent être réorganisées, filtrées. Donc, c'est une interface qui est très conviviale à ce niveau-là. Et je peux également, au niveau du portefeuille, voir les priorités. Donc, quels sont les projets qui ont un niveau de priorisation plus élevé que d'autres, ainsi que je peux visualiser dans la même interface les demandes qui sont en attente que je voudrais peut-être pouvoir intégrer à mon portefeuille. Le programme a une vision assez similaire, c'est-à-dire on peut rentrer dans un des programmes. Donc, encore là, une fiche qui me permet de consulter des informations spécifiques à mon programme, les projets qui sont rattachés à mon programme, toujours avec le principe de Gantt. Même chose pour la propriété du programme, mais la chose qui est particulièrement intéressante ici, c'est la notion d'interdépendance qu'on peut rattacher au niveau du programme. Donc, on peut mettre des liens d'interdépendance interprojets et pouvoir visualiser si un projet duquel va découler d'autres projets peut avoir une incidence. Par exemple, il y a des dates de fin qui sont repoussées, etc., avec la marge qui est ici. Donc, c'est très puissant à ce niveau-là. Si je m'en vais maintenant au niveau de mes projets, ici, donc, j'ai un registre de l'ensemble des projets auxquels j'ai accès. Encore là, j'ai un gain de l'ensemble des projets que je peux voir et je vais rentrer dans mon projet de demande de refonte d'intranet. Ici, je retrouve certaines informations générales. Qui est le chef de projet? Est-ce que le projet est actif ou pas? Quel est son indicateur global, son pourcentage d'achèvement? J'ai ici un cycle de vie du projet, très PMP, avec initiation, planification, exécution, contrôle, fermeture, qui me permet de faire suivre le cycle de vie du projet. Et encore là, ce sont des éléments qu'on pourrait paramétrer, personnaliser en fonction de vos besoins. Dans le corps de la page, on retrouve donc différents onglets qui nous permettent de venir bâtir notre projet. Donc, le premier onglet qui est le détail du projet dans lequel on va retrouver toutes les informations qui viennent caractériser notre projet, son nom, sa description, son chef de projet, de quel portefeuille il relève, quel programme, quel département, son état, etc. Et imaginez toute autre information que vous pourriez avoir besoin de voir ici pour caractériser votre projet. Bien entendu, la Power Platform vous permet de l'intégrer directement. Soit dit en passant, moi, je n'ai rien fait en termes de personnalisation, paramétrisation. Ce que vous voyez là, c'est la solution quand on ouvre la boîte. Donc, moi, j'ai saisi de l'information simplement. J'ai aussi des indicateurs ici, jaune, rouge, que je peux facilement modifier. Et j'ai certaines informations que je peux saisir. Il y a aussi des informations qui sont cumulées, par exemple, par rapport à mes prévisions totales. Ce sont des informations financières que j'ai saisies un peu plus tôt. Si je vais au niveau du planning, puis vous remarquerez d'ailleurs que tout est en français, là. Au niveau de mon planning, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai un outil de planification qui me permet de bâtir mon échéancier. Donc, c'est assez facile. J'ai ici un Gantt que je peux naviguer comme cela. Je peux assez rapidement m'ajouter des tâches, me rajouter une tâche au-dessus, commencer à assigner des gens dessus.
Je peux également modifier une tâche existante, puis ce n'est pas celle-là que je veux modifier, je vais plutôt aller modifier celle-là. Et là, vous allez sans doute retrouver des éléments typiques de Project Online, c'est-à-dire évidemment le nom de la tâche, son pourcentage d'achèvement, les efforts, la durée, mais je peux également retrouver la notion de prédécesseur avec le type de dépendance début à début, début à fin, fin à début, fin à fin. Je l'ai pour successeur et prédécesseur. Je peux rajouter des délais. Je peux évidemment affecter une ou plusieurs ressources et définir un certain pourcentage d'affectation. Et je retrouve aussi dans l'onglet avancé, que je trouve particulièrement intéressant, la définition de calendrier, le mode de planification, durée fixe, unité fixe, effort fixe, la possibilité d'utiliser des types de contraintes, le plus tôt, le plus tard doit débuter le, etc., etc. Donc, les gens qui connaissent bien Project Online devraient s'y retrouver. La date de contrainte, si c'est nécessaire, et d'autres paramètres, ignorer le calendrier, axer sur l'effort, etc., etc. On a aussi ici la possibilité de pouvoir mettre des commentaires. On a également, toujours à travers ce même outil de planification, différentes caractéristiques. Est-ce que je peux afficher le chemin critique? Oui. Est-ce que je peux utiliser l'utilisation des ressources, afficher l'utilisation des ressources également? Donc, vous voyez ici, j'ai 3 ressources, Alexandre, François et Jean-François, qui ont des affectations dans le cadre du projet et je suis capable de voir donc la ventilation dans le temps de ces efforts-là. Encore là, on est très, très proche de ce qu'on vit avec Project Online. On a aussi la possibilité d'exporter vers Project, d'importer un fichier MS Project et on pourrait également donc s'intégrer avec MS Project avec TPG PS Link, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Au niveau des baselines, on a donc dans Project Power Pack la notion de variante qui comble 2 besoins. Je peux définir autant de variantes que je veux dans le cadre de mon projet. Et ces variants vont prendre une copie de mon échéancier, bien entendu, mais pas uniquement ça, de mon plan des ressources ainsi que de mes finances, donc le volet financier. Et je pourrais aussi configurer, paramétrer des tables additionnelles à vouloir conserver dans ce variant. Ce variant peut ensuite être modifié si on veut faire des scénarios pour pouvoir le voir, ça c'est une chose. Puis en même temps, on peut les utiliser comme baseline, donc on peut avoir une multitude de références, comme par exemple ici, je vais sélectionner le variant de Marc et mon boss, puis la variation avec coût, et je suis capable assez rapidement de voir avec les codes de couleur les écarts au niveau de mes variants. Parfait. Donc, c'est quand même un outil, je trouve, vraiment assez complet à ce niveau-là. Et aussi, ça aussi, je trouve ça le fun, la possibilité de revenir en arrière, d'annuler des actions, chose vraiment sympathique. Je continue. Au niveau du plan des ressources, donc, on a la capacité au niveau du projet ici de vraiment voir, par exemple, par département ou par équipe, si vous préférez, est-ce que j'ai des enjeux de capacité? Donc, selon mes affectations et les affectations que je pourrais avoir dans d'autres projets, je suis capable de visualiser rapidement que François, ben, en octobre, ça va bien, mais en septembre, sans doute qu'il est déjà suralloué sur d'autres projets. Même quand même que j'essaierai de lui donner des tâches, je vais avoir de la difficulté, il va falloir que je collabore que je travaille avec les autres chargés de projet. Donc, on a un outil qui nous permet de visualiser ça et encore là, de pouvoir le comparer avec les variants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très puissant. Puis, bien entendu, on peut petit bug de démo. Donc, on peut se basculer d'une année à l'autre, 2025, 2026, 2027, etc. Puis, évidemment, ces informations-là vont pouvoir être retrouvées dans les rapports Power BI que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est une interface qui est quand même assez conviviale, qui nous permet également, j'ai fait un regroupement par département de ressources, je pourrais faire un regroupement par nom de personne, je peux faire donc vraiment, je peux manipuler l'information, je vais plutôt y aller par personne, puis après ça, par département ou par... Vous voyez, puis on verra tout à l'heure qu'on a une vue consolidée, non pas pour le projet, parce qu'actuellement je suis dans le projet, mais pour l'ensemble de l'organisation. J'ai ensuite donc, le volet financier. Le volet financier me permet de saisir des coûts. Donc, j'ai des types de coûts. On peut, donc, que ce soit budget, prévision ou réel. Des catégories de coûts, donc, qui pourraient être personnalisées, dans lesquelles on va retrouver de l'équipement, du logiciel, des travails capitalisés, haute capital, main-d'œuvre et main-d'œuvre contractuelle, etc. Des types de dépenses, donc OPEX, CAPEX, des détails que là, vous allez pouvoir saisir vous-même.
l'année pour laquelle, parce qu'encore c'est ici, je peux me basculer puis me promener d'une année à l'autre pour consulter l'information. Et on voit donc la répartition, par exemple, de mes budgets ou de mes décaissements selon le réel, le prévision et le budget. Encore là, vous pourriez, puis là, on est dans le domaine du possible, avec PS Link ou avec une intégration, on pourrait laisser le chargé de projet saisir la prévision, puis aller chercher le budget puis le réel dans un système financier, par exemple. Donc là, on est vraiment dans beaucoup de choses qu'on peut faire ici. On a également la possibilité d'afficher des graphiques directement sur le budget versus le prévision et versus le réel. Et on peut également présenter la variation selon un certain scénario. Et donc, quand j'ai mes différentes variations qui sont mes différentes références, je suis capable de voir aussi avec des indicateurs super sympathiques quels sont les écarts avec mon plan actuel, par exemple. On a ensuite une multitude d'autres onglets, d'autres registres pour la gestion du changement, des documents, des actions, des décisions, etc. Je vais vous en présenter deux. Vous allez comprendre le principe pour les autres. Donc ici, j'ai la gestion des risques. Donc j'ai complexité, risque de dépassement, j'ai une certaine exposition. C'est assez simple, créer un élément dans un registre. Je crée un élément, m'ouvre un formulaire rapide dans lequel je vais pouvoir compléter ma fiche, où je peux ici définir une certaine probabilité, un certain impact. Je peux également consulter l'élément, consulter l'information et avoir tous les détails que je souhaiterais ajouter. Encore là, toutes ces informations-là peuvent être bonifiées, on peut masquer des champs, on peut retirer des onglets aussi s'ils ne sont pas utiles. Là, ici, vous avez accès à la pizza All-Dress. Et ici, on a notre matrice de risque qui nous permet de cliquer directement dessus puis de voir quels sont les risques qui ont l'exposition la plus importante versus les autres risques. Donc, une certaine forme de filtre. Tout ça, c'est sympathique. Dernier registre que je veux vous montrer, les actions. Donc, on a le plan maître et on a aussi les actions qui sont comme des petites tâches qu'on peut suivre. Et au lieu d'avoir un registre comme ce que je viens de vous montrer dans le registre des risques, j'ai donc une certaine forme de planeur, un Kanban dans lequel je vais avoir des actions. Je peux donc voir ici, puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans le planeur. Donc, je peux double-cliquer sur la tâche. Je peux voir donc la description, sa priorité, ses dates d'échéance. Est-ce qu'elle est rattachée à une tâche de mon plan maître? Et est-ce que j'ai plein de petites tâches, des to-do à faire, des affaires qui sont ici? Donc, c'est parfait. Je peux directement l'enregistrer et le fermer. Et je peux directement dire, ah, ben ici, il ne faut pas que j'oublie d'acheter les frites. Ben ça a été fait tout simplement. Et je peux, bien entendu, déplacer cette tâche directement pour pouvoir la compléter. Donc, ça peut devenir un outil intéressant lorsqu'on vient valider nos projets lors de nos scrums, par exemple. Ça, c'est au niveau du projet. Allons au niveau des actions. Donc, je sors du projet et là, je m'en vais d'un point de vue plus global. Je suis revenu dans mon menu de gauche. Je voulais juste vous montrer encore les actions. Donc, au lieu d'ici d'avoir uniquement les actions pour un projet, ici, voyez-le comme un planeur consolidé où j'ai toutes mes tuiles, puis là, je peux sélectionner les projets que je souhaite voir. Donc ici, j'ai le projet de refonte de l'intranet, un projet de déploiement, un autre projet de déploiement. Donc, je peux réviser mes tuiles avec mon équipe et je peux même, si le besoin est présent, déplacer une tuile vers un autre projet. Ce que je ne ferai pas ici, mais c'est tout à fait possible. Donc, encore là, une vue consolidée. Donc, moi, c'est un mot d'ordre qui est super important. On a l'information à un endroit, tout est là. Je continue. Plan des ressources. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté un plan des ressources pour un projet. Ici, j'ai un plan de ressources pour l'ensemble de l'organisation. Donc, j'ai une colonne supplémentaire qui est apparue, projet. J'ai fait un regroupement par département de la personne ressource. Je pourrais également rajouter un niveau de regroupement groupé par projet. Donc là, je suis capable de voir projet par projet les affectations et là où il peut y avoir des enjeux d'affectation et prendre action pour réassigner mes ressources, prolonger la durée d'une tâche, etc. On a aussi la possibilité de présenter un graphique qui va me montrer pour l'ensemble de l'organisation ma capacité versus mes allocations, mes affectations, autre chose qui peut être très intéressant. Puis là, bien entendu, on a 2025, mais on peut se promener 2026, 2027. Puis les rapports Power BI me permettront d'avoir une vue complète si le besoin est. On peut rajouter des colonnes, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, on vous présente vraiment out of the box ce qu'on peut présenter à ce niveau-là. Et toujours dans la Power Platform, la possibilité d'exporter l'information, de
dans Excel pour pouvoir faire des rapports ad hoc, la consultation. Ça, je ne l'ai pas présenté à chaque fois, mais ce que c'est au niveau des demandes et des projets, l'information est disponible quand même au bout des doigts pour pouvoir la manipuler. Au niveau des ressources, donc, on a la possibilité, bien entendu, de définir des ressources. Je vais aller en consulter une. Tiens, je travaille avec François aujourd'hui. Donc, on a différents types de ressources qu'on peut définir à même la plateforme. On peut donc identifier des personnes. Ça peut être des ressources génériques ou ça peut être également des contacts. Pour chaque individu, on peut spécifier son calendrier, son unité d'affectation maximale par défaut lorsqu'on l'affecte à des tâches, son taux, son département, disponible au plus tôt, disponible au plus tard. Ces informations-là sont considérées lors du calendrier du plan de ressources. Et toute autre information que vous souhaiteriez ajouter pourrait aussi être bonifiée au niveau de la fiche des ressources. Et on peut bien entendu venir spécifier des disponibilités selon des périodes pour dire, ben, je peux appliquer un certain calendrier entre telle date et un autre calendrier entre telle autre date, par exemple. Contact est un registre qui nous permet d'identifier des contacts pour l'ensemble d'organisations qu'on peut après ça réutiliser dans nos différents projets. Puis là, je voulais juste le dire. Vous voyez ici, j'avais créé soudeur, développeur front-end, architecte. Donc, ce sont nos ressources génériques que je peux utiliser. Puis après ça, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent travailler de cette façon-là, par exemple avec des chiffres d'équipe. Feuille de temps, assez simple. Ceux qui connaissent la mécanique de feuille de temps devraient pas être dans Project Online ne devraient pas être trop perdus. Donc, on a les affectations on a les tâches de nos affectations. On peut ajouter des tâches. La mécanique est vraiment similaire à ce qu'on a actuellement dans Project Online. On génère des périodes, on saisit notre temps. Une fois qu'un temps a été saisi, par exemple ici, je vais mettre 4, 4, 4, 4, 4. Ben, je peux tout simplement sélectionner et l'envoyer pour approbation. Et moi, vu que j'ai deux chapeaux, je soumets des feuilles de temps et j'approuve. Donc ici, je suis en mesure de voir les feuilles pour lesquelles je peux donc décider d'approuver, rejeter. Ce qui est merveilleux ici, par contre, ici, c'est on peut aller, dès que l'approbation est faite, les heures sont tout de suite ramenées en heures réelles dans notre plan de travail de notre projet. Finalement, on revient à mon travail et au tableau de bord. On est dans l'écosystème de la Power Platform. On est donc dans l'utilisation de Power BI. J'ai tout un ensemble de tableaux de bord, de rapports qui sont disponibles à l'utilisation. Donc, j'ai ici, Project Power Pack nous offre déjà tout un ensemble de fonctionnalités, que ce soit au niveau du portefeuille, des projets, des requêtes ou des demandes de projet ou des ressources. Donc, par exemple, au niveau du portefeuille, j'ai mon portefeuille ici. Je suis capable de visualiser un seul portefeuille à la fois ou l'ensemble des portefeuilles et j'ai tout un ensemble de rapports et tableaux de bord disponibles. Donc, le timeline de mon portefeuille, le volet financier de mon portefeuille. Bien entendu, tous ces rapports-là viennent out of the box. Jamais un client utilise tous ces rapports-là. Puis la plupart du temps, nos clients vont dire, ben, j'ai besoin de rapports qui ne sont pas tout à fait comme ceux-là. Donc, on va venir les paramétrer, les personnaliser. Mais vous voyez déjà qu'on a énormément de matériel. On ne part pas d'une page blanche. On l'a au niveau au niveau du portfolio. On l'a également au niveau des projets. Également, donc je peux sélectionner différents projets et visualiser l'information en lien avec mes projets. Encore là, avec le volet financier, effort, etc. Je m'en voudrais de ne pas vous présenter aussi le volet ressources avant de sortir de la présentation, où donc j'ai le dashboard au niveau de mes ressources. Je vais aller sélectionner ici 2025-2026. Donc, je suis capable de voir donc ma charge, ma capacité, la disponibilité de mes ressources par équipe, les efforts versus ma capacité. Et là, j'ai différentes présentations, par exemple, sur la capacité, la disponibilité, un graphique de disponibilité, un heat map sur ma disponibilité également sur la période 2025-2026, l'utilisation de mes ressources, le plan de ressources, etc. Et ça aussi, un plan de ressources au niveau temps et au niveau effort. Donc, vous voyez, on a plein de choses. Puis là, évidemment, en quelques minutes, 15 minutes, je vous ai fait un condensé de ce qu'il y a au niveau de la plateforme. Puis je sais que François est en train d'écrire répondre à plein de questions.
Jeff, pendant que tu es là, parce que la question elle revient souvent, puis on ne l'a pas couvert sur la rencontre, est-ce que tu pourrais présenter rapidement euh, les méthodes de calcul qui sont disponibles si on va sur une affectation là, pour rassurer les gens? On a des questions en ce sens-là. Projet, demande de refonte, planning. On peut bien aller là. Puis là, je vais arriver ici. Analyse des parties prenantes, modifier, avancer. C'est de ça qu'on parle? Effectivement, fais le tour des blocs de fonctions, ça va vous montrer un peu tous les modes de calcul pour présenter dans le fond qu'ici, là, on revoit exactement les mêmes modes de calcul qui sont usuels dans Project Online, ben, dans Project tout court, là, ceux qui sont habitués de travailler avec Project Desktop ou Project Pro. Vous allez retrouver essentiellement les mêmes modes. Donc ici, ce qu'on va voir, du FX, FR, Unit, vous allez toutes les retrouver. Vous allez aussi retrouver les mêmes modes pour prédécesseur, successeur, début, fin, fin, etc. Vous allez les voir. Les mêmes modes de planification sont déjà avancés. Il y a quelques nuances quand il vient le temps d'utiliser, par exemple, spécifiquement des ressources, ce qui est des tables de taux. Historiquement, on avait les tables ABCD, là, ceux qui sont habitués à travailler avec des taux pour une période. C'est d'autres mécaniques qui s'appliquent, mais la logique reste essentiellement la même. Ce qu'il faut comprendre ici, puis je vais faire un petit peu de pouce sur ça pendant que j'ai le mot. Euh, une des raisons pour laquelle on a sélectionné TPG comme partenaire dans la solution, c'est que quand on a fait le tour de l'accélérateur, comparativement à toutes les autres solutions qui sont dans le marché, c'est qu'intuitivement, on retrouve les réflexes que les utilisateurs avaient dans le project. Donc, ça devient non seulement un accélérateur technologique parce qu'il s'impose de lui-même sur la Power Platform, mais ça devient aussi un accélérateur dans l'adoption parce que vos utilisateurs vont s'y retrouver. Donc, rapidement, pour les organisations qui ont besoin de bouger avant le 30 septembre et qui voudraient éviter l'étape de transition Project Server Subscription Edition, pour une multitude de raisons, c'est spécifique aux organisations. Cette solution-là va vous permettre de gagner du temps à plusieurs niveaux, ce qui permettrait essentiellement de contourner justement l'étape Subscription Edition. Merci, François. Donc, je continue. Il me restait encore quelques éléments. Là, on arrive un peu sur la conclusion, les conclusions de la présentation ou du webinaire. Donc, on va faire un récapitulatif des forces et limites des différentes alternatives dont on a parlé aujourd'hui, proposées par Microsoft. Puis ici, on va le faire sans considérer les accélérateurs comme TPG qu'on vient de vous montrer. Donc, au niveau de Project Server Subscription Edition, les principales forces de cette alternative ou de cette option, c'est la conservation des processus existants, le maintien de la connaissance interne et de l'expertise qui est déjà en place. Donc, on ne change pas de solution finalement. Donc, il y a cette sécurité-là qu'on va chercher. Une maîtrise au niveau de la sécurité et de la gouvernance qui est la même. Une prévisibilité budgétaire en fonction des licences que vous allez aller chercher et acquérir. Puis, ça vous donne un peu un délai finalement d'ici à quoi que le délai est quand même assez serré pour le mettre en place, mais ça vous donne quand même un délai pour éventuellement faire une orientation stratégique pour une prochaine solution. C'est un scénario qui, selon nous, qui est pertinent pour une migration rapide avant août 2026, septembre 2026, en limitant la réingénierie du processus. C'est un maintien temporaire de certains services critiques, SAGIR, SSRS, Macro Excel, etc. Mais dépendant de votre complexité, ben, ça reste qu'il reste peu de temps pour faire cette bascule-là. Au niveau des limites, donc c'est sûr, c'est une actualisation de la configuration des tableaux de bord et des rapports qui peut être importante selon votre volumétrie. Pardon. Aucune innovation fonctionnelle depuis plusieurs années, puis il n'y en aura pas, selon nous, dans les prochaines années au niveau de cette plateforme-là. On revient sur des mises à jour manuelles, donc des cumulative updates, des arrêts de service planifiés, parce que c'est vous qui gérez cette infrastructure-là, puis des coûts d'infrastructure qui peuvent être non négligeables pour maintenir une plateforme en place. Au niveau de l'option B, donc, évidemment, la force de Planner et Power Apps sans TPG, ben, on est basé sur l'écosystème de la Power Platform, une intégration native avec Teams. Oui, Planner Premium vient avec un outil de planification avec une certaine gestion des dépendances. Cependant, il y a de nombreuses limitations. On n'a pas de feuille de temps.
on n'a pas de fonctionnalité de gestion de portefeuille où c'est plutôt minimal. Pas de gestion de scénario, pas de champ d'entreprise, une seule référence, pas de gestion des coûts, pas de dépendance interprojet, pas de gestion globale de l'utilisation des ressources, puis pas de rapport Power BI standard. Toutes ces limitations-là, bien entendu, je vous l'ai démontré tout à l'heure, sont couvertes par un accélérateur comme TPG, mais juste Planner et Power Apps, ben, s'ils n'existent pas, il faut le rebâtir, puis ça n'a pas de sens selon nous. Il faut partir de solutions qui existent sur le marché qui peuvent répondre à ce type de besoin-là. Donc ici, on a quelles options répondent le mieux aux besoins de votre organisation. Donc on est dans le récapitulatif ici. Donc à la suite de l'analyse que nous pouvons réaliser avec vous, voici selon nous les scénarios les plus probables. Il y a toujours l'option A, donc avec une migration vers Subscription Edition, en considérant toutes les étapes dont je vous ai parlé précédemment, qui vous permettent de gagner du temps jusqu'à ce que vous passiez éventuellement à une nouvelle solution, puis vous n'aurez pas le choix au final de passer vers une autre solution. Ensuite, pour l'option B, nous avons 3 scénarios. Donc, l'option B étant Planner, l'écosystème Power Apps, Planner Premium. Donc, évidemment, si on le décrit un peu, donc on est toujours dans l'écosystème de la Power Platform avec tous les outils que je vous ai énumérés tantôt. Ensuite, on a le scénario B1. Le scénario B1, c'est sans accélérateur, Planner et Power Apps, soit Planner ou Planner Premium. Donc, Planner tout court, de toute façon, il n'y a même pas possibilité de faire un échéancier. Donc, parlons plus de Planner Premium. C'est une option. Ça peut venir avec le Planner Premium, vient avec P1, P3, P5 avec des subtilités au niveau des fonctionnalités. Mais selon nous, ça ne couvrira pas la plupart des organisations qui sont là aujourd'hui, qui utilisent sans doute déjà Project Online et qui utilisent différentes fonctionnalités qui ne sont pas couvertes. Nous avons ensuite 2 alternatives, B2 et B3, qui tous les deux combinent donc l'utilisation d'accélérateurs comme TPG. Le premier, B2, en fin de compte, c'est d'utiliser, TPG peut être intégré avec Planner Premium. Donc, vous pourriez dire, écoute, j'utilise Planner Premium pour faire mon calendrier, mon échéancier, puis j'utilise TPG Project Power Pack pour toute la saisie, le reste de l'information, la gestion de la capacité, etc. Donc, ça pourrait être utilisé conjointement, mais ce que ça implique, c'est que vous devez avoir des licences Planner Premium, soit P1, P3, P5, plus les licences de TPG Project Power Pack. Troisième alternative, B3, en fin de compte, vous n'avez plus besoin de Planner Premium. Vous utilisez directement le scheduler de Project Power Pack. Donc, vous avez uniquement besoin des licences de TPG pour faire l'ensemble de votre gestion de projet. Évidemment, il y a les licences Power Platform qui sont requises, mais pas de licence Planner Premium. Bien entendu, tout ça nous permet, dans cet écosystème-là, je dois le répéter, donc avoir aussi tout l'écosystème pour faire du développement sur mesure pour des besoins spécifiques à votre organisation, que ce soit sur le Dataverse, le Power Automate, mais également dans l'ère du temps, tout ce qui touche les agents Copilot et d'autres intégrations d'agentique, bien entendu. On ne présente pas Dynamics Project Operation dans les scénarios aussi, là, je ne l'ai pas oublié. On va juste le recommander seulement dans des contextes très spécifiques d'organisations qui ont déjà entamé une grosse réflexion sur l'écosystème Dynamics au grand complet, puis on ne présentera pas ça aujourd'hui. Au niveau des services d'Idexia, donc évidemment, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, nous autres, on est en mesure de collaborer avec vous, vous aider dans cette migration qui est à venir. On sait qu'il y a beaucoup d'organisations qui vont vivre un gros stretch. On est conscient que la part des organisations disent « Ah, ben, je vais être capable de monter l'infrastructure si on décide d'aller vers Subscription Edition. » Oui, parfait. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour tout ce qui va être le volet migration, l'accompagnement, le plan de travail, la stratégie. Donc, tout le volet d'analyse d'impact et suggestion des meilleures pratiques, on est là pour vous. Le volet paramétrisation, la formation et la gestion du changement, bien entendu. Donc, on vous invite à nous contacter. Au niveau du service de soutien, bien entendu, on offre aussi à différentes organisations de l'aide en continu pour opérer ces solutions-là, que ce soit Project Online, Server Subscription Edition et bien entendu l'écosystème moderne pour le futur. Et
On vous accompagne aussi pour tout ce qui est mise à niveau et évolution. Sylvain l'a mentionné tantôt, on a une expertise en développement, donc pour faire des choses sur mesure ou directement paramétrer dans la Power Platform. Je m'en voudrais de ne pas le mentionner aussi, on est qualifié au catalogue du ministère de la Cybersécurité, le MCN, pour certains services. Ça peut vous aider. Pour en savoir plus ou pour planifier une démonstration ou nous joindre, vous pouvez contacter Nathalie Forêt, notre super sympathique vice-présidente de la stratégie et du développement corporatif. Vous pouvez également nous écrire à info@idexia.com ou aller encore sur notre site web à idexia.com/nous joindre. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Nous espérons que vous avez appris des choses intéressantes aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire.